Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle et Voix Plurielle, notre nouveau site internet. Alors, aujourd'hui, surtout en période de Covid, nous allons parler de psychothérapie et de réalité virtuelle. Ça va être l'innovation et à ce titre, je reçois le docteur Éric Malbos, à qui je dis bonjour. Bonjour. Et Rodolphe Oppenheimer, psychanalyste, homme de lettres, que nous connaissons déjà dans notre émission. Bonjour Rodolphe. Bonjour Monique. Je suis très contente et très fière de pouvoir vous donner la parole aujourd'hui pour apprendre à tout un chacun à se libérer des angoisses, des anxiétés, des phobies. Et bien sûr, c'est vous que je vais inviter à expliquer tout ceci en prenant la parole. Alors, Éric Malbos, vous êtes médecin, psychiatre, et vous travaillez depuis plus de 15 ans en milieu hospitalier avec la réalité virtuelle. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, c'est ça. En fait, je travaille au centre hospitalier universitaire de la Conception à Marseille, dans le service du professeur Lançon, en tant que médecin psychiatre. Et je suis aussi designer 3D, c'est-à-dire que je crée aussi des environnements virtuels thérapeutiques qui peuvent traiter les patients qui souffrent de troubles mentaux divers, comme les phobies, les addictions, les troubles obsessionnels compulsifs et le stress chronique. Ma première question, Éric Malbos, ceci ne s'adresse qu'aux adultes ? Alors, si vous parlez du service en particulier, oui, parce que c'est un service adulte, ce qui veut dire que ça va de 16 ans jusqu'à 110 ans. Mais par contre, il existe évidemment d'autres services dans le monde qui proposent des traitements en réalité virtuelle pour les adolescents ou les enfants. Alors, bien entendu, tout ceci tourne autour et grâce à l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle est ici très modérée parce que c'est plutôt l'environnement virtuel qui est important, c'est-à-dire les paysages, les animaux, les avatars. Ici, l'intelligence artificielle est limitée parce que les avatars ou les animaux ont des comportements qui sont assez simples. C'est donc surtout un travail de création en 3D, d'interaction et de psychothérapie. Alors, si j'ai parlé de l'intelligence artificielle, c'est tout simplement parce que cette émission va partir au Canada et en Israël. Et j'ai le grand plaisir de vous annoncer la création depuis quelques jours à l'université de Tel Aviv d'un service exclusivement consacré à l'intelligence artificielle. Alors, quand on voit les images sur Mars aujourd'hui, ça interpelle, mais on va revenir quand même à la psychothérapie, à la virtuelle. Dans le concret, alors là, je m'adresse aussi bien à Rodolphe qu'à Éric, vous préconisez donc 5 séances d'abord de travail en groupe, nous allons rentrer dans le détail après, et puis ensuite 6 séances en réalité virtuelle. Alors j'ai envie de demander à Rodolphe, comment tout démarre ? J'ai envie de dire que tout doit bien démarrer d'abord, puisque finalement c'est quand même l'inquiétude toujours du patient quand il vient nous rencontrer. Alors pour ma part, c'est vrai que comme moi je suis en libéral, je ne vais pas procéder de la même façon, parce que d'abord, évidemment, il y a moins de demandes, et Eric a forcément plus de gens à traiter. Donc c'est vrai que je vais plutôt expliquer les choses, éventuellement partager des audios qu'Eric a fait, et qui sont vraiment sans flagornerie, qui fonctionnent très bien, et qui quelque part permettent, si les gens travaillent, parce qu'on en revient là, mais c'est quand même l'essentiel, c'est-à-dire travailler sur soi, en les écoutant, qui permettent de gagner un grand nombre de séances, en tout cas en libéral avec moi. Alors, Éric Malbos, je vous félicite tout d'abord pour les enregistrements que j'ai écoutés
avec beaucoup d'attention, et je dis aux auditeurs que le livre qui a été publié chez Odile Jacob vous permet de télécharger 20 audios qui sont très clairs, que l'on doit écouter d'ailleurs. Je pense que c'est primordial. Donc c'est utile effectivement de pouvoir les écouter dans la mesure où ça vous permet d'avoir un support audio, ça permet aux patients d'avoir un support audio, de pouvoir réécouter à l'infini les séances parce que c'est très utile pour la mémoire. Mais l'avantage aussi, c'est que les patients le mettent souvent dans leur téléphone portable, comme ça quand ils sont dans la situation, quand ils sont en train de conduire et qu'ils ont peur, quand ils sont dans l'avion et qu'ils sont angoissés, quand ils sont face à la saleté ou au sang et qu'ils sont stressés, ils peuvent les écouter en direct dans la situation, ce qui améliore l'effet psychothérapeutique. Alors, dans le concret, que doit acquérir le patient? Eh bien, ce que doit acquérir le patient, ce sont des méthodes de psychothérapie qui vont être les TCC dans mon cas et la psychanalyse dans le cas de Rodolphe, qui vont permettre aux patients de changer leur façon d'appréhender le monde, changer leur façon d'interpréter les situations qui soit leur font peur, soit les tentent comme les addictions, mais également d'apprendre à mieux gérer leurs émotions, en particulier l'angoisse ou le craving, c'est-à-dire l'envie de consommer, au quotidien. Alors, en parlant de craving, on va arriver bien sûr à un dossier hyper important puisque vous vous attaquez également aux addictions. Oui. D'accord? Alors, comme matériel maintenant, j'ai envie de demander à l'un et à l'autre, vous préconisez, vous demandez, c'est même plus une préconiser, c'est le patient doit acquérir aussi bien un visiocasque qu'un logiciel pour la réalité virtuelle. Hein. Je vais commencer à répondre à la question. Donc, comme en fait Rodolphe et moi, on traite dans des structures, soit libérales, donc soit au centre hospitalier universitaire, nous avons déjà le matériel. Et le patient vient en fait dans nos structures pour se faire traiter. Il n'a pas forcément besoin du matériel, puisque ça se fait directement in situ, donc sur place. Par contre, si le patient veut en plus être traité chez lui, s'il veut lui-même s'entraîner dans des environnements virtuels, en plus de ce qu'il fait avec nous, eh bien, il peut tout à fait acheter un visiocasque. Hein. Maintenant, ils sont à des prix très accessibles, on les trouve partout, pour continuer un peu la thérapie à la maison. Je crois que c'est ce qui est préconisé en conclusion de votre ouvrage. Alors oui, s'ils ont cette possibilité, surtout une fois de plus maintenant que c'est accessible, c'est ça qui est fantastique, hein, parce qu'il y a 15 ans, c'était pas accessible. Les visiocasques coûtaient 13 000 €. C'était impossible pour des particuliers de s'acheter un tel matériel. Donc oui, bien sûr, on le préconise parce qu'en fait, c'est comme n'importe quel apprentissage. Au plus vous faites du piano, au plus vous êtes très fort à faire du piano. Et là, c'est pareil, au plus vous pratiquez la thérapie, au plus vous êtes très fort dans ce domaine. Alors, Rodolphe, vous qui pratiquez de plus en plus à distance, pourriez-vous nous expliquer, en page 69, il y a la téléprésence et la téléexistence. Je vais quand même mettre, enfin, pour ma part, un tout petit bémol, non pas à Eric, mais à la pratique. Moi, je fais quand même toujours attention à quelque chose. On a quand même souvent, enfin, dans mon cas en tout cas, des patients souvent qui veulent aller trop vite et faire trop bien. Et je peux parfois avoir une certaine forme de crainte sur le fait que s'ils utilisent des environnements sans avoir vraiment appris avec des spécialistes, quels qu'ils soient, que la personne puisse aller trop vite, c'est-à-dire donc après se déclencher une crise d'angoisse, et après finalement rajouter de la peur à la peur. Donc on arriverait exactement au contraire de ce à quoi on s'attend. Donc effectivement, après avoir appris à se servir des éléments, je réfléchis toujours dans quelle mesure il est difficile ou facile de s'auto-évaluer par rapport à où on en est, parce que on a un peu l'impression, enfin pour ma part, que les gens, dès la première séance, nous disent, voilà, on va aller en réalité virtuelle, on veut monter dans l'avion, on veut décoller, on veut atterrir, enfin les gens veulent aller faire tout de suite, et c'est en ça qu'il faut quand même peut-être mettre un petit bémol sur le fait de travailler tout seul. Y compris en fin de thérapie. Alors, en fin de thérapie, on connaît déjà mieux, mais alors après, l'idée de s'auto-évaluer, ça c'est toujours difficile parce qu'évidemment, chaque profil est différent. Alors Eric, comment se passe la première séance? Alors, effectivement, c'est ce que Rodolphe a impliqué dans ce qu'il a dit. L'accompagnement du thérapeute est important et le début est toujours un moment très délicat puisque nous sommes des êtres sensibles, hein, les êtres humains.
Donc, on ne commence jamais par exposer d'emblée le patient aux environnements virtuels thérapeutiques. On n'expose pas d'emblée aux avions virtuels, aux chiens en 3D, aux flaques de sang, etc. On va donc passer 5 séances, dont la première justement, à leur expliquer les méthodes psychothérapeutiques, de manière à ce qu'ils puissent avoir les outils pour justement mieux gérer leurs émotions et leurs pensées en situation. Alors, j'ai envie de vous poser une question que je devrais normalement vous poser à la fin, mais Ah bon? Vous allez comprendre tout de suite. En fait, j'ai bien écouté donc vos téléchargements, vos podcasts. Ah, Les 5 premières séances sont en groupe. exactement. Les 6 autres, en réalité virtuelle, sont individuelles. Oui, vous avez raison. Or, vous insistez beaucoup dans votre livre sur l'intérêt de la confidentialité de la Oui, réalité virtuelle. oui. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec les 5 premières séances en groupe où le patient se dévoile alors qu'en fait, il privilégie la confidentialité avec la réalité virtuelle? C'est une excellente question et c'est vrai que ça peut paraître un paradoxe, vous avez raison de le soulever, mais en fait, la confidentialité est par rapport au public en général. C'est-à-dire que ces patients qui ont des angoisses, qui sont phobiques, ils ne veulent pas montrer leur phobie devant des personnes lambda qui n'ont pas de phobie, parce qu'ils craignent un peu leur réaction, ils ont peur d'avoir l'air ridicule. Mais par contre, ça ne pose pas de problème d'en parler devant d'autres personnes qui eux aussi ont des phobies justement, parce qu'ils partagent ces problèmes. Et au contraire, ça joue un rôle thérapeutique très important parce qu'ils se rendent compte que finalement, eh bien, ils ne sont pas seuls à avoir ce problème, qu'il y a d'autres personnes qui ont le même problème qu'eux et qui ont aussi des pensées qui sont en lien avec le stress. Donc là, au contraire, c'est très différent parce que c'est pas donc le public, mais d'autres patients qui ont les mêmes problèmes qu'eux. Alors maintenant, Rodolphe, dans ces séances de groupe, vous insistez beaucoup, après avoir écouté Eric, sur la respiration, sur la méditation. En fait, tout contribue à mettre le patient à l'aise. Oui, c'est-à-dire que hiérarchiquement, si vous voulez, à partir du moment où on commence à mal respirer, les choses dans la vie se passent mal en fait. C'est-à-dire que même que ce soit par exemple sur une douleur, le fait de respirer par la respiration vagale va déjà atténuer la douleur. Donc ça en dit long sur le processus. Après, effectivement, respirer, c'est faire baisser son niveau d'anxiété, mais à contrario, être en hypoventilation, c'est-à-dire finalement se boucher le nez, fermer la bouche, va nous donner une impression de manquer d'air. Et ce qui est particulièrement sensible et important, c'est que personne ne se rend compte lorsqu'il va vers une crise d'angoisse ou vers une anxiété qu'il est en hypoventilation. Pour lui, il respire normalement, sauf que le corps détecte qu'il se passe quelque chose de curieux et donc finalement, ce n'est pas l'angoisse qui va créer le symptôme, mais c'est l'absence de respiration. Et après, on a l'opposé qui est l'hyperventilation. Je dis souvent un peu pour faire rire, pour détendre le patient. C'est un peu comme le chien qui tire la langue. Alors je le mime, je ne le ferai pas aujourd'hui. C'est le chien qui tire la langue, qui a couru trop vite et donc quelque part qui a du mal à récupérer. Et avec cette hyperventilation, on arrive au même type de problème, c'est-à-dire que les échanges O2, CO2 se font différemment, ce qui crée des symptômes. Et ce sont ces symptômes-là qui sont interprétés par le cerveau comme étant dysfonctionnels et qui provoquent encore plus de peur. Eric, est-ce que tous les adultes qui sont pris en charge en thérapie ou en psychanalyse sont éligibles à un traitement psychothérapie réalité virtuelle? Oui, en grande majorité, il y a juste quelques exceptions, ce sont des contre-indications en fait à l'utilisation de l'équipement de réalité virtuelle. Les contre-indications sont essentiellement l'épilepsie photosensible. Parce que si vous mettez un épileptique photosensible, donc uniquement les photosensibles, devant des écrans, eh bien, il risque de convulser en fait. Et l'autre contre-indication, c'est une évidence, mais je le dis quand même, c'est bien sûr les personnes qui sont en phase de bouffée délirante ou en schizophrénie non stabilisée. Là, évidemment, ça risque d'aggraver leur délire. Oui, bien sûr. Alors, quels sont les motifs de consultation maintenant? Quelles sont les différentes pathologies qui viennent vous voir? Eh bien, comme on l'a dit en fait en introduction, ce sont essentiellement les phobies les plus diverses,
la peur de prendre l'avion, la peur de prendre le métro, la claustrophobie, la peur de conduire. On a beaucoup de patients et de patientes qui ont peur de conduire sur l'autoroute, la peur des animaux, bien sûr, donc toutes les phobies, en fait, quelles qu'elles soient. Et c'est ça la puissance de la réalité virtuelle, c'est que comme on peut recréer n'importe quel environnement virtuel, que ce soit des animaux, que ce soit des environnements, que ce soit des routes, que ce soit des paysages, que ce soit le désert en Australie, on peut vraiment traiter toutes les phobies, quelles qu'elles soient, même les plus rares. Hein. J'ai pu ainsi traiter, il n'y a pas très longtemps, la peur des requins. Donc la personne avait peur des requins, et à cause de ça, elle n'osait pas nager donc en Méditerranée, alors qu'il n'y en a quasiment pas là-bas. Et donc c'est ça l'avantage de la réalité virtuelle. Bien sûr, on traite aussi le stress chronique grâce à la relaxation en réalité virtuelle. On traite aussi les troubles obsessionnels compulsifs, donc on va exposer le patient à des environnements qui vont réveiller un peu ses obsessions, souvent la saleté ou le sang, et bien sûr les addictions, essentiellement donc tabac et alcool. Ça, c'est ce qu'on fait à l'hôpital. Après, il y a les indications qui sont plus larges. Il y a d'autres centres qui proposent ce type de traitement pour les troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie. Et enfin, le reste est plus expérimental, c'est-à-dire tout ce qui est de la dépression ou de la schizophrénie. Donc, nous avons 5 séances de groupe qui sont en fait, grosso modo, une préparation. Oui. Et alors maintenant, je vais demander à Rodolphe de nous parler de la première séance en réalité virtuelle. Parce que je vois que Rodolphe s'est mis déjà en méditation, il est prêt. Alors en fait, la première séance en réalité virtuelle n'est donc pas la première séance où on rencontre le patient. Hein. C'est-à-dire que pour ma part, parce que je suis psychanalyste à la base, j'ai déjà, si vous voulez, vu que le patient d'abord est d'accord, qu'il y croit, qu'il n'est pas bourré d'idées. Alors après, ça peut être des bénéfices secondaires à ne pas guérir. Par exemple, je ne prends pas la voiture, mais si je la prenais, on me demanderait d'aller chercher mes enfants, mes petits-enfants, de faire les courses. Donc si mon cerveau, mon inconscient, il travaille bien, j'ai finalement moins d'intérêt à reconduire qu'à rester chez moi et à pouvoir bénéficier d'une bonne série, d'un manga ou d'autres choses. Donc une fois qu'on a extrait cette idée des bénéfices secondaires qui pourrait inviter à ne pas vouloir guérir car ça n'apporterait rien, au contraire, effectivement, donc si la personne est d'accord, on va passer donc à la réalité virtuelle. Donc ça va dépendre en fait du niveau d'anxiété. Si par exemple c'est je peux rouler en ville, on peut déjà tout doucement commencer à débrayer et à rouler en ville. Si c'est je ne peux pas m'approcher d'une voiture car j'ai une crise d'angoisse, à ce moment-là, on va montrer une voiture qui va se trouver à 100 mètres et on va bien protéger le patient en regardant de par son niveau d'exposition. On va le graduer de 0 à 100. 0, aucune anxiété, 100 serait vraiment une crise importante. Et donc, par rapport au niveau d'angoisse, on va se rapprocher, s'arrêter, voire même reculer si le niveau d'angoisse était trop haut. Donc, on répétera jamais assez qu'il faut vraiment faire les choses graduellement pour que ça fonctionne et graduellement pour que aussi le cerveau ait le temps d'imprimer un petit peu cette nouvelle façon de voir les choses. Et vous, Eric, avez-vous la même approche que Rodolphe pour résumer un petit peu ces 6 séances de réalité virtuelle? C'est une approche qui est différente parce que, comme Rodolphe l'a souligné, il a une formation psychanalytique, alors que moi j'ai une formation plus médicale et comportementaliste. Donc nous, on va vraiment se concentrer sur nettement moins sur le passé et évidemment nettement moins sur l'inconscient et les rêves. Et les pensées refoulées. On va se concentrer essentiellement sur le présent et l'avenir. C'est-à-dire, comme je l'ai dit en introduction, le fait de vraiment donner concrètement des outils pour que les patients retrouvent ce qu'ils sont venus chercher finalement en venant nous voir, c'est-à-dire leur liberté, leur indépendance et leur autonomie. Alors, on va passer dans les cas concrets maintenant. Je vais demander à Rodolphe, vous avez parlé, Eric, des outils. Parmi les outils, pour Rodolphe, il y a le fameux stylo Acara. Alors, si vous pouviez nous parler d'un cas précis, vous choisissez Mélanie ou Julie? Alors effectivement, que ce soit Mélanie ou Julie ou que ce soit Monique, même si je ne connais pas vos angoisses, et je ne vous souhaite pas d'en avoir, bien que je ne pense pas que d'être humain puisse ne rien avoir du tout, c'est en fait donc cette méthode Acara, cet acronyme, que un jour je me suis dit que j'allais finir par
par imprimer sur des stylos enfin, en grand nombre, de façon à pouvoir les remettre aux patients, parce que je m'apercevais que je leur proposais des fiches Bristol et de l'écrire, et puis finalement ils ne le faisaient pas, ils l'écrivaient sur leur téléphone, ils le perdaient, donc ça m'a un peu agacé, mais très gentiment, et je suis revenu à la pensée magique en psychanalyse. Et je leur remets un stylo, donc, où c'est écrit donc Akara, mais c'est quand même écrit évidemment accepter l'angoisse, enfin tout ce qui est Akara. Et à ce moment-là, quand je leur donne le stylo, je leur dis surtout ne le perdez pas, il est magique. Et là, il y a un temps d'arrêt qui est assez drôle, qui ressemble un peu aux nouvelles de Dino Buzzati, où les gens ont un temps d'arrêt en se demandant est-ce que c'est vrai, mais c'est très court évidemment, hein, est-ce qu'il est vraiment magique quand je dis il ne faut pas le perdre, ou est-ce qu'il y a quelque chose. Néanmoins, ça fait quand même que les gens ne le perdent pas, et parfois je retrouve les gens m'appelant et me disant vous savez, on a toujours notre stylo, et effectivement, dans mon cas, ça les a souvent aidés à relire cet acronyme qui est très important, qui est le vecteur de tout, dans la thérapie comportementale et cognitive, et j'ai trouvé ça rigolo. C'était un peu une blague, mais c'était pour dire que finalement, il fallait toujours se réinventer par rapport à des patients qui forcément ont du mal, et c'est pour ça qu'ils viennent nous consulter. Mais en fait, le lien entre vous et le stylo, il est évident puisqu'il fait appel à l'image mentale. Alors, des liens, on pourra en trouver plein, mais je pense qu'il y a aussi le don, et peut-être que de ne pas le perdre et de le lire, c'est peut-être le contre-don. Éric, avez-vous un cas précis que vous pourriez nous évoquer? Oui, bien sûr. Le cas auquel je pense, c'est le cas en fait d'une personne qui. Il faut bien comprendre que l'entourage parfois ne comprend pas vraiment l'intensité des phobies et à quel point ça peut être handicapant et invalidant pour les patients. Et on voit des patients qui ont perdu leur travail à cause de leur phobie, hein. Donc c'est vraiment très sérieux. Et donc j'ai vu le cas d'une patiente qui a perdu son travail à cause de sa phobie. Donc elle avait en fait une phobie, un TOC, pardon. Elle avait un TOC par rapport au sang. Et donc, du fait de ce TOC par rapport au sang, comme elle évitait le sang, et que c'était en lien avec son travail, elle a perdu son travail à cause de ce TOC. Donc, on a utilisé les outils dont je vous ai parlé, que vous avez évoqués, et on l'a exposé très progressivement et avec beaucoup de douceur aux environnements virtuels en lien avec le sang, les taches de sang, le fait de s'approcher du sang sur les murs, de voir d'abord du sang plutôt ancien. Et progressivement, oui, la notion de progression qui est facilitée par la réalité virtuelle, on l'a amené à être plus proche de sang de couleur plus rouge vif, en utilisant les méthodes pour qu'elle modifie sa façon de voir le sang, qu'elle gère mieux ses rituels et ses obsessions et ses pensées, et qu'elle les modifie. Et progressivement, elle a pu ainsi mieux gérer ses situations, se rapprocher du sang, retrouver en fait au départ un mi-temps thérapeutique et après retrouver un emploi à plein temps. Elle avait retrouvé sa liberté, elle avait retrouvé son indépendance et elle avait ainsi pu toucher en fait l'épanouissement de l'esprit et des activités. Bravo. Alors, l'un et l'autre, vous insistez en disant que toutes ces méthodes, et surtout Rodolphe, la psychanalyse, doivent s'ouvrir à d'autres formes de thérapie. Et vous faites allusion aux nouveaux DU qui se sont développés dans les différentes universités, à Paris Descartes, à Aix-Marseille, des DU de réalité virtuelle et psychothérapie, ou thérapie tout court. Lequel des deux voudrait nous en parler? Votre question est par rapport au DU, c'est ça? Oui. Alors, en ce qui concerne les diplômes universitaires, donc vous voulez dire nous en particulier ou en France, je veux dire en Europe en général? Je sais que c'est très développé également au Québec, et comme ça part au Québec, ça serait bien si vous avez des annonces à nous faire sur le Canada, mais vous pouvez également prendre comme exemple uniquement la France. Oui, alors, en ce qui concerne la formation académique, de manière à ce que des personnes puissent devenir thérapeutes dans ce domaine-là, la thérapie par exposition à la réalité virtuelle. Alors, du côté de nos amis québécois, il y a donc le professeur Stéphane Bouchard, qui est à l'université du Outaouais, et qui, bien sûr, propose des formations dans ce domaine, aussi bien pour les étudiants que pour les professionnels. Le Québec est très en avance sur ce plan-là, même par rapport à nous, puisqu'ils ont même créé une chaire universitaire de cyberpsychologie.
qui est d'ailleurs détenu par le même professeur Stéphane Bouchard. Voilà, donc eux, ils ont vraiment une grande avance et une grande ouverture par rapport à la cyberthérapie, la cyberpsychologie et la réalité virtuelle. Nous, en France, donc, il y a des DU qui existent, des diplômes universitaires, et il y a également des masters spécialisés. Il y a le master KR du professeur Gagné qui est en Université de Bretagne occidentale, et il y a les DU donc, de Paris Diderot et de Paris Descartes. Nous, on aimerait aussi à terme créer en fait un DU qui serait pratico-pratique pour pas seulement expliquer aux étudiants et aux thérapeutes à pratiquer, mais aussi apprendre, et là c'est une partie sur l'avenir, apprendre à créer, car si le thérapeute peut créer, alors il a toute liberté pour traiter un nombre infini de pathologies. Rodolphe, quelle est votre conclusion? Puisque notre émission a la chance de traverser l'Atlantique, saluer Stéphane Bouchard, qui est quand même un très grand professionnel. Merci Rodolphe, merci Éric Malbos. Je rappelle votre livre Psychothérapie et réalité virtuelle qui a paru aux éditions Odile Jacob du docteur Éric Malbos et de Rodolphe Oppenheimer. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle et Voix plurielle.